Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, must be funny in the richest girl. Uh-huh. Oh, the richest girl. If I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Money. Ils avaient le droit de faire ça? Pourquoi? Le droit. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Alors, pardon, du coup, j'ai parlé un peu dans le vide. Donc, bonjour Dante, bonjour à vous tous qui suivez et prenez place. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis, cette semaine, donc, le programme est particulièrement dense et riche. Alors, après la pêche, qui est la monnaie locale de Paris et d'Île-de-France, puis la Doum, la monnaie locale du Puy-de-Dôme en Auvergne, et ce lundi, la roue, monnaie locale de Provence et des Alpes du Sud. Aujourd'hui, Dante va nous présenter l'Eusko, qui est la monnaie locale du Pays Basque Nord. Et j'en profite donc pour corriger une petite bêtise que j'ai dite dans ma présentation de la roue, puisque la roue n'est bien sûr pas la seule monnaie locale à travailler avec des collectivités territoriales. C'est le cas de beaucoup d'autres monnaies locales, comme nous allons d'ailleurs le voir aujourd'hui avec l'Eusko. Donc, je vais passer la parole à Dante, qui est donc le cofondateur de l'Eusko. Un mot encore pour vous dire que, voilà, que évidemment, Dante serait ravi qu'il y ait des questions et nous aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. On les affichera en bas de l'écran et puis Dante pourra y répondre. Donc, Dante, peux-tu peut-être commencer par nous raconter les tout premiers pas de l'Eusko, donc ses origines, dans quel contexte cette monnaie a-t-elle vu le jour, pourquoi? Oui, bien sûr. Alors, bonjour tout le monde et merci à Prenez Place pour cette invitation. La monnaie locale Eusko est née en 2013, le 31 janvier 2013, après 18 mois de préparation par le groupe moteur des bénévoles qui avait eu l'idée de lancer ce projet. Donc tout ça nous ramène plutôt à 2011 pour les tout débuts de l'Eusko. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu principalement une association écologiste du Pays Basque Nord qui s'appelle BICI, qui veut dire vivre en langue basque, qui est une association très active dans la construction d'alternatives, la proposition de solutions pour la transition écologique, pour une transition écologique et solidaire, et qui, parmi ses nombreux adhérents, on a régulièrement quelques-uns qui portent des projets. Donc, il y a eu des projets, par exemple, d'ateliers vélo au Pays Basque ou de Repair Café qui sont nés au sein de cette association-là. Et en 2011, un groupe de cette association a réfléchi à la création d'une monnaie locale complémentaire au Pays Basque parce que un an avant, il y avait un contre-sommet auquel ils avaient assisté, le contre-sommet de Cancun, dans le Lot-et-Garonne, parce qu'il y avait il y avait eu un sommet à Cancun, je crois, du G8 ou de l'OMC, et le contre-sommet se faisait non pas au Mexique, mais ici, pour des raisons financières évidentes. Et du coup, le contre-sommet avait lieu à Cancun, dans le Lot-et-Garonne. Et là, ils avaient, lors de ce séjour-là, sur un marché, vu un apiculteur qui proposait qu'on lui achète son miel en abeille, ce qui avait bien sûr attiré leur attention. Donc ils avaient discuté, ils s'étaient rendu compte que l'abeille, c'était la monnaie locale complémentaire qui venait de naître dans le Lot-et-Garonne, à l'initiative de l'association Agir pour le Vivant. Et de là, ils avaient discuté avec cet apiculteur, avec d'autres personnes de la monnaie locale, et ces gens-là leur avaient dit, mais vous devriez aussi peut-être lancer une monnaie locale au Pays Basque, vous avez un mouvement associatif qui est assez fort, ça pourrait être assez porteur et ce serait intéressant pour le territoire. De là, l'année suivante, ils avaient invité des gens de l'abeille à venir au Pays Basque pour une conférence expliquer le projet de monnaie locale. Et après cette conférence, une dizaine de militants écologistes de BC avaient décidé de se réunir, de faire un groupe de travail pour évaluer la possibilité de créer une monnaie locale au Pays Basque également.
Et donc ça, c'était le premier mouvement. Puis le second, c'est de mon côté, j'étais moi journaliste en économie sociale et solidaire, donc j'avais connu par cette expérience-là les monnaies locales. Et je venais de revenir au Pays Basque. Hein, j'étais né au Pays Basque, j'avais grandi à Paris, et je revenais au Pays Basque en 2010. Et une des premières choses que j'ai faites, ça a été de m'inscrire au cours du soir pour apprendre la langue basque, pour voir si ça allait m'intéresser. Et donc ça m'a pas mal plu, donc j'ai appris comme ça la langue basque. Et puis, dans ce processus d'apprentissage, je me suis posé des questions parce que je voyais bien que la langue basque en Pays Basque Nord était toujours menacée, assez peu pratiquée, surtout sur la côte basque, hein, et à Bayonne, là où j'habitais. Et est venue l'idée, à partir de deux choses, l'idée des monnaies locales que j'avais rencontrées par mon parcours professionnel, et aussi une chose que j'avais vue en Catalogne lors de vacances, qui était que dans les commerces en Catalogne, notamment dans les montagnes de Catalogne côté sud, hein, côté espagnol, il y avait pas mal de commerces qui avaient un affichage soit en bilingue castillan, espagnol et catalan, soit qu'en catalan. Et je m'étais dit, pourquoi est-ce que nous, au Pays Basque, on essaie de sauver notre langue, et dans les commerces, par contre, la langue est très peu présente. D'où l'idée de dire peut-être qu'il serait intéressant que les commerces mettent un affichage en bilingue, et peut-être que un projet de monnaie locale pourrait permettre de les inciter à le faire, puisqu'on pourrait créer une monnaie locale qui est intéressante pour tout le territoire, mais aussi pour les commerçants. Et parmi les objectifs, il y aurait bien sûr des objectifs de transition écologique, de solidarité, de développement local, ce qui est le fondamental de toutes les monnaies locales, mais on pourrait ajouter aussi une dimension culturelle, linguistique, linguistique plus précisément, avec cette idée-là de proposer, voire de demander aux commerçants et professionnels du réseau de monnaie locale de faire une place à la langue basque pour participer à sa légitimation. Puisqu'on sait que les langues, on a coutume de dire que les langues minorisées ne disparaissent pas parce que des gens ne la connaissent pas, mais parce que les gens qui la connaissent ne l'utilisent pas. Donc, il est très important que les gens qui connaissent la langue l'utilisent, et pour ça, il faut se sentir légitime dans le fait de l'utiliser, et pour ça, il faut qu'elle ait une place dans l'espace public, et que ce ne soit pas uniquement la langue de la sphère privée. Voilà, d'où cette idée-là. Donc, j'en parle à mes copains de cours du soir, qui me disent, tu devrais en parler à un tel qui est un militant écolo, que ça devrait intéresser, et c'était vraiment le concours de circonstances, puisque c'était un des 10 membres de l'association BICI qui portait le projet, et il m'a dit, ben, écoute, on travaille sur le sujet, viens travailler avec nous si ça te dit. Donc c'est bien sûr ce que j'ai fait. J'ai présenté cette idée-là de joindre la défense de la langue, de la biodiversité linguistique, hein, de façon plus globale, puisqu'au-delà du Pays Basque, hein, il y a 6000 langues dans le monde, et il y en a des centaines qui sont en voie de disparition et qui disparaissent chaque année. L'idée de dire, sur notre territoire, il y a une langue à préserver, c'est de la biodiversité culturelle, c'est la richesse de l'humanité, et ce serait intéressant de mettre cette dimension-là dans le projet. Et donc, tout le monde a été tout de suite convaincu. Et donc, dès le début, le SCHCO est né avec deux jambes. Une jambe qui est la relocalisation de l'économie pour tout ce que cela implique en termes de transition écologique, de développement local, voilà, de création de liens sociaux. Et puis, une partie plus spécifique, hein, qui est pour l'instant, je crois, assez unique en Europe, qui est sur une partie linguistique. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'origine de l'origine du projet. On s'est retrouvés comme ça dans cette réunion à une dizaine le 15 juin 2011. Et on s'est posé la question tout de suite, est-ce qu'on fait une monnaie locale? Oui, non, sur quel territoire, avec quelles valeurs? Donc les valeurs, on était tous d'accord, hein, moi, sur les valeurs que je viens de citer. Sur le territoire, on s'est posé la question, est-ce qu'on le fait sur Bayonne uniquement pour commencer, parce qu'on était pas mal de Bayonne, sur la côte basque, sur tout le Pays Basque Nord, c'est-à-dire c'est un territoire de 300 000 habitants, avec à la fois une zone côtière que tout le monde connaît, la côte basque, avec Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Anglette, c'est la côte, hein, qui concentre l'essentiel de la population, de l'activité économique. Ou est-ce qu'on étend tout de suite à ce qu'on appelle nous l'intérieur, c'est-à-dire l'arrière-pays, avec plus des villages, des gros bourgs, des zones rurales, pour avoir un effet de territoire tout de suite. Voilà, c'était plus compliqué à faire, mais c'est le choix qu'on a fait. On a exclu le fait de se lancer sur tout le Pays Basque, hein, nord et sud. Le Pays Basque sud, côté espagnol, comptant 3 millions d'habitants, ça nous semblait un petit peu surdimensionné là, pour les forces que nous avions. Donc, on a commencé de façon mesurée avec le Pays Basque Nord. Et du coup, on a décidé, oui, de lancer sur tout le Pays Basque Nord pour deux raisons. D'une part, parce que pour que ce soit vraiment senti par tous les habitants comme leur propre monnaie locale, hein, qu'ils habitent sur la côte ou pas, mais qui sentent bien que cette monnaie avait vocation à circuler partout sur notre territoire. Et puis aussi parce que dans une logique de transition écologique et de résilience des territoires, les monnaies locales ont un rôle à jouer, on pensait, et on le pense toujours, dans le fait de relier des zones urbaines développées économiquement, plus denses démographiquement, avec des zones rurales,
qui apportent beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire des réserves en ressources, une diversité, des filières de production qui vont être complémentaires. Par exemple, tout ce qui va être sur l'agriculture, évidemment. Hein. Une monnaie locale qui ne circulerait qu'en ville ne pourrait pas proposer à ces restaurateurs, par exemple, de payer en monnaie locale des productions maraîchères ou des productions d'élevage. Hein. Donc, c'est vraiment important d'avoir des territoires mixtes pour diversifier les produits qu'on peut acquérir en monnaie locale. Donc voilà, on fait ces choix-là. Donc le projet politique, on décide de se lancer, on décide que ce sera un projet pour la transition écologique, le développement local et la promotion de l'usage public de la langue basque. Et on décide aussi qu'on va donc se lancer sur tout le Pays basque nord. À partir de là, a commencé le travail, vraiment. La première partie du travail qui consiste à concevoir le projet, à le faire connaître. Et on a travaillé pendant 18 mois comme pas mal. On est tous bénévoles, on n'avait pas un sou. On est tout parti sur la force du bénévolat et avec beaucoup d'organisation, beaucoup de savoir-faire. Vici a apporté beaucoup de savoir-faire en termes de portage de projets, de réunion d'équipes, de structuration de projets, de mobilisation des bénévoles. Voilà comment faire en sorte qu'on puisse se sentir bien dans le projet, participer, ne pas perdre pied. Enfin voilà, tout ça a été très bien organisé. Et du coup, ça nous a permis de bien avancer. On s'est beaucoup renseigné, on s'est partagé le travail, on s'est beaucoup renseigné. On est parti voir pas mal de monnaies locales. Déjà parce qu'on a participé aux rencontres du réseau des monnaies locales complémentaires citoyennes, où on a échangé avec beaucoup d'autres porteurs de projets ou de monnaies déjà en circulation, avec tout un tas de questions à leur poser. Ça, dès octobre 2011, on a eu beaucoup d'échanges avec eux. En décembre 2011, on est parti voir le Sol Violette à Toulouse. Alors, je vais vous montrer quelques photos, puisque j'ai des photos de cette époque-là. Alors attendez, hop, le petit voyage à Toulouse. Tac, tac. Je vais faire un partage d'écran. Partager l'écran. Tac. Et voilà. Alors ça, c'est la petite délégation de l'USHCO à Toulouse. Donc, on voit, donc moi je suis là, il y a Adrien Kempf, Mendy, Esteban, Tchatchéléry qui est là, et puis des gens de la monnaie locale, notamment Andrea, que je salue si tu nous regardes, et voilà, qui était au Sol Violette, et qui y est toujours d'ailleurs, je crois. Voilà, du coup, ça c'est vraiment, on a été voir ce qui marchait. La Sol Violette, c'était la monnaie la plus développée en France à l'époque. Donc nous, on est parti voir ce qui nous semblait être les exemples les plus probants. On a commencé donc au Sol Violette, et après, tac, je vais vous montrer d'autres photos. Là, je ne sais pas si ça passe bien, je vais refaire le partage d'écran. Hop, je fais l'écran, tout, partager. Voilà. Écran type, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tac. Hop. Et du coup, ici. Donc voilà, ça c'était la responsable de la Biocoop de Toulouse qui nous expliquait comment est-ce qu'elle faisait en caisse pour encaisser les solettes qu'elle a à la main, l'intérêt qu'elle y voyait. Donc on est parti à la rencontre des acteurs de terrain. Ensuite, on est parti en Allemagne aussi en janvier 2021. Hein, en janvier 2021, on est parti en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, en Bavière, circulait le Chiemgauer, qui était à l'époque la plus importante monnaie locale d'Europe. Hein, et elle est toujours aujourd'hui très importante. C'est la deuxième plus importante d'Europe parce qu'on a eu on est passé devant elle en octobre 2018. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième plus importante monnaie locale d'Europe. Et ça nous intéressait beaucoup de savoir comment il fonctionnait. Donc on est parti là-bas en plein hiver, comme vous le voyez, dans la neige, en janvier, avec nos propres sous. En fait, on est parti à 5 là-bas et on leur a posé plein de questions. Ils nous ont reçus, ils nous ont renseignés voilà, c'était aussi des moments aussi où le groupe s'est formé. On a aussi bien rigolé, comme vous pouvez le voir avec l'équipe. Et puis, on a continué à avancer sur le projet de monnaie. Et on a fait quelque chose qui était très important, c'était la socialisation du projet. Donc, on a d'abord réuni plein de gens qui étaient des représentants d'organisations du territoire, donc organisation de développement local, de la langue basque, de la défense de l'environnement, des syndicats, pour leur présenter le projet qu'on allait faire. Et puis après, on a fait un grand jeu concours pour faire connaître le projet qui était le concours pour choisir le nom de la monnaie. Et donc, parce que la monnaie n'avait pas de nom à cette époque-là, on n'avait pas choisi de nom, et on a décidé d'en faire un levier de mobilisation en fait. Et on a donc lancé une campagne dans les médias et puis dans tous les réseaux militants qu'on connaissait en disant c'est votre monnaie, choisissez son nom. Donc, dans un premier temps, les gens pouvaient proposer n'importe quel nom qu'ils voulaient pour la prochaine monnaie. On a eu 380 propositions et un peu plus même.
Et on a réuni là, ce que vous voyez, c'est le jury qui a choisi 7 noms parmi les 380 proposés pour le deuxième tour. Hein, donc là, vous avez une écrivaine, un commerçant, un membre de l'Académie de la langue basque, un conteur, un rugbyman, un chef d'entreprise, voilà, des associations écologiques, des militants écologistes, des militants de la sphère sociale aussi des quartiers populaires de Bayonne. Il y aura tous ces gens-là très très différents qui sont pour nous à l'image du Pays Basque. On les a réunis, on leur a demandé de choisir 7 noms parmi les 380. Et après, on a proposé ces 7 noms aux gens et on a eu plus de 2000 personnes qui ont participé au vote pour choisir le nom qui a été finalement le nom retenu, qui est l'Eusko. Eusko qui veut dire basque en langue basque. Et puis ça permet de faire une certaine proximité entre Eusko et Euro. Donc voilà pour les fondamentaux vraiment du projet. Après, on a imprimé des billets. On a fait grâce à des bénévoles qui ont fait des photos, la maquette, le logo, on a pu avoir des billets. Et on les a fait imprimer. Et on a imprimé 126 500 Eusko. Donc un Eusko égale 1 euro. On a fait des billets de 1, 2, 5, 10, 20 Eusko que vous voyez à l'écran, qui sont sécurisés, hein, avec dorure à chaud, filigrane, encre anti-photocopie et tout ça. Et on les a imprimés. On a fait aussi des autocollants pour dire, pour repérer les commerces où payer en Eusko. Hein, donc ici, payer en Eusko. Mais surtout, ce qu'on fait est bilingue, hein, on est cohérent. Donc, Emen et Eusko sur Ordaindu, ça veut dire ici, payer en Eusko. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis après, on a fait une conférence de presse pour le lancement de la monnaie. On l'a fait chez un commerçant. Et puis, tout de suite, ça a quand même pas mal pris. Hein, on a été très bien suivi par les médias. On a eu pas mal de gens qui ont décidé d'adhérer tout de suite. Et le jour du lancement, là c'est le pré-lancement. Le lancement a été fait le 31 janvier 2013. Et le jour ça c'est le jour de la présentation des billets, lors d'une fête de l'agriculture paysanne à l'intérieur du Pays Basque. On avait présenté les billets et les gens pouvaient adhérer. Et comme on avait fait plus de 20 réunions publiques sur tout le territoire pendant 6 mois pour présenter le projet et le faire évoluer, dans une démarche très participative, par exemple, au départ, on comptait faire une fonte. On comptait faire en sorte que la monnaie perde de la valeur avec le temps. Mais en discutant avec les gens dans ces réunions-là, on s'est rendu compte que l'idée passait assez mal, qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils trouvaient ça très compliqué, pour tout dire assez difficile à mettre en œuvre et à suivre. Et ils nous ont convaincus qu'en fait, il valait mieux ne pas mettre en place de fonte, que l'Eusko n'aurait pas de taux d'intérêt positif, donc il ne serait pas un outil de capitalisation et de spéculation, il ne pourrait pas l'être, mais que sans taux d'intérêt du tout, il pourrait être aussi un outil intéressant pour dire qu'on ne fait pas de l'argent avec l'argent. Et par contre, il n'y a pas de taux d'intérêt négatif, comme c'est le cas avec la fonte, dont vous avez dû parler dans les sessions précédentes, j'imagine. Du coup, grâce à ces réunions publiques, on a vraiment bien peaufiné le projet, et on a eu plein de gens qui nous ont suivis. Et là, on faisait les premières adhésions à l'époque et les premiers échanges, ça c'est le 19 janvier 2013. Et on s'est comme ça lancé, avec en tout, lors du lancement le 31 janvier 2013, on avait déjà 800 adhérents particuliers et 192 professionnels qu'on avait été chercher et qui ont adhéré sur la simple idée de ce qu'on allait faire. On a 192 commerçants qui ont adhéré à l'Eusko avant même de voir les billets. C'est-à-dire qu'on les a vraiment... on leur a expliqué le projet, sa dimension territoriale, citoyenne, l'intérêt pour la transition écologique, pour l'économie. Et sur ça, ils nous ont suivis. Parce qu'ils avaient confiance dans le projet, parce qu'on avait un discours qui était très carré, posé, des supports de communication qui étaient bien sûr assez rudimentaires à l'époque, mais qui quand même disaient l'essentiel. Et grâce à ça, on a eu une base de départ parce qu'on voulait vraiment que le jour du lancement de l'Eusko, utiliser l'Eusko soit une réalité. Donc on ne voulait pas se lancer trop tôt. On a un petit peu attendu pour être mûr, avoir un peu d'adhérents, et on s'est lancé comme ça avec 800 adhérents particuliers et 192 pros. Et dès le 31 janvier 2013, dans la plupart des cantons du Pays Basque, on pouvait déjà utiliser l'Eusko au quotidien. Alors pour des sommes, bien sûr, pas forcément très élevées, parce qu'on pouvait pas acheter énormément de choses, mais on s'est lancé comme ça. Et dès le jour du lancement, l'Eusko était une réalité. Ce qui fait que c'est parti très vite. Et qu'on a, comme dit notre président Chebach Christi, on a lancé l'Eusko le 31 janvier 2013 et on a passé 2 ans à courir après. Parce que déjà les 126 000 Eusko qu'on avait imprimés, on les avait imprimés en nous basant sur ce qu'avaient fait les autres monnaies locales, et 126 000 monnaies locales en circulation, c'est ce qui avait été atteint en 2-3 ans, donc on pensait être tranquille pour 2 ou 3 ans, et ces 126 000 Eusko ont été changés en 3-4 mois. Donc on a tout de suite dû réimprimer 350 000 Eusko supplémentaires. Et voilà, et depuis, la dynamique ne s'est jamais arrêtée. La masse en circulation, depuis le 31 janvier 2013, n'a jamais cessé d'augmenter. Et voilà, pour le dire à grands traits, 2013,
toujours une équipe de bénévoles, les premiers salariés qui arrivent, un salarié d'abord, un coordinateur, et puis d'abord qui est en stage, après en emploi aidé, à mi-temps. Voilà, c'est vraiment des emplois très, très précaires au départ. Et petit à petit, un deuxième poste, un troisième poste, et puis la recherche de subventions, les premières subventions qui arrivent, les aides de Pôle emploi pour les emplois aidés, et puis le nombre d'utilisateurs qui grandit, et le réseau professionnel qui se fait petit à petit. Et voilà, donc l'HCO ne s'est jamais arrêté depuis. Et en mars 2017, on a lancé une version numérique de l'HCO. Je vous ai montré les billets tout à l'heure. Ben, en fait, on a aussi, je vais vous montrer mon écran de nouveau là, pour que vous compreniez comment fonctionne l'HCO. Ou peut-être ça, je verrai tout à l'heure, on parlera peut-être de comment ça fonctionne, je vous montrerai le compte HCO. Hein, mais peut-être que là, pour les origines de l'HCO, en tout cas, et des valeurs qu'on porte, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vais juste rajouter une chose qui est assez importante je pense, dans la réussite relative, bien sûr, mais de la mobilisation qu'on a réalisée. C'est cette idée qu'on a ramenée de notre voyage au Kim Goer, qui est le 3%. L'idée du 3%, c'est le 3%, ce qu'on appelle le 3% HCO. C'est le fait que quand on change 100 €, on a bien 100 HCO, donc on n'a aucune perte de pouvoir d'achat. Mais quand on adhère à l'HCO, on parraine une association locale. Et si cette association locale est adhérente à l'HCO et qu'elle est parrainée par 30 utilisateurs comme soi, elle va recevoir 3% du montant annuel d'euros changés en HCO par ses parrains. Je résume, si je change 100 €, j'ai bien 100 HCO, mais en plus, la sauce que je parraine va recevoir 3 €. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il y a 60 associations qui ont bénéficié de ce système-là en 2021. Et c'est pour certaines associations 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 € par an qui rentrent. Et ça les incite à dire à leurs adhérents, adhérez à l'HCO, on va bénéficier d'un don grâce à ça. Plus vous utilisez l'HCO, plus le don sera important. Et en plus, ça, bien sûr, et peut-être même fondamentalement, ça participe à nos valeurs. Une association écolo, il est logique qu'elle dise à ses adhérents d'utiliser la monnaie locale complémentaire qui travaille pour la transition écologique. Un syndicat, il est normal qu'il dise à ses adhérents utilisez la monnaie locale parce qu'on va défendre l'emploi local grâce à la monnaie locale. Une association d'apprentissage de la langue basque, il est normal qu'elle dise à ses élèves vous apprenez la langue basque, utilisez le HCO et vous allez voir les commerces où vous pouvez parler en basque, où il y a de l'affichage en basque qui est réalisé, ça va vous aider dans votre apprentissage et ça va soutenir votre projet. Voilà. Cette idée-là, en fait, que l'HCO, c'est un outil au service du territoire dont tout le monde peut se saisir pour des raisons différentes. On peut utiliser l'HCO parce qu'on est écolo, parce qu'on défend la langue basque, parce qu'on défend l'emploi local, parce qu'on défend le commerce de proximité, parce qu'on défend l'agriculture paysanne. Voilà, c'est autant de bonnes raisons d'utiliser l'HCO. Et même si on l'utilise que pour une de ces raisons, on est actif pour les autres. Hein. Typiquement, quelqu'un qui, par exemple, défend la langue basque et veut utiliser l'HCO pour ça, mais n'est pas spécialement écolo, il devient en action écolo puisqu'il utilise l'HCO. Donc il y a cette idée-là de l'HCO comme un outil qui rassemble sur le territoire des parties prenantes différentes, des énergies différentes autour d'un projet commun qui est positif pour tout le monde. Voilà, je m'arrête là peut-être pour la première question. Ah oui. Alors oui, Dante, pardon. Oui, on a finalement défini cette deuxième question comme ça ensemble parce que on a eu nous aussi pas mal de questions de plusieurs personnes sur des questions très très concrètes de comment fonctionne une monnaie locale pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Et voilà, comment fonctionne la fiscalité, comment on déclare ses impôts, enfin voilà, des questions très concrètes comme ça qui je pense pour ceux qui ne connaissent pas du tout les monnaies locales sont importantes en fait. Tout à fait. Tout à fait. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne parce que utiliser une monnaie locale, c'est un changement d'habitude. On se lance dans quelque chose d'un peu nouveau. Hein. On va avoir un nouveau moyen de paiement dans son porte-monnaie ou sur son téléphone portable. Et du coup, il faut avoir confiance. Et pour avoir confiance, il faut connaître. Il faut que ce soit transparent. Donc, c'est très important de faire de la pédagogie sur comment fonctionne concrètement une monnaie locale. Déjà expliquer qu'il y a un cadre légal, hein, bien sûr, puisque les titres de monnaie locale complémentaire ont été reconnus par l'article 16 de la loi sur l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014. Donc, il y a un cadre légal déjà qui est aujourd'hui actif et qui cadre juridiquement tout ce que nous faisons. Ensuite, très concrètement,
pour utiliser une monnaie locale, il faut être adhérent de l'association gestionnaire. Donc, typiquement, pour utiliser l'Oshko, il faut être adhérent à l'Oshko. Ça, c'est vrai qu'on soit un particulier, une association, une entreprise, un paysan, un commerçant, une collectivité locale, c'est vrai pour tout le monde. L'adhésion pour les particuliers, ben, il suffit d'adhérer. Il y a deux manières de le faire. Hein. Pour nous, on a toujours gardé ce qui était à l'origine, c'est-à-dire le billet, le papier et le nom numérique. Pour nous, c'est important que les gens qui ne sont pas numérisés ou qui ne souhaitent pas l'être puissent utiliser la monnaie locale. Donc, je vais partir de cet exemple tout simple de quelqu'un qui veut adhérer à l'Oshko mais ne pas utiliser le numérique, qui va utiliser uniquement le billet. Il suffit qu'il se rende dans un des 30 bureaux de change de l'Oshko. Hein, les bureaux de change, ce sont des commerces bénévoles à qui on remet une caisse de billets d'Oshko qui n'a pas de valeur quand on la remet. Et les gens peuvent aller dans ces bureaux de change pour adhérer et faire du change. Par exemple, je vais expliquer comment ça se passe. Je vais dans un des bureaux de change, il y en a sur tout le territoire. Ce sont des commerçants, des cafés, des épiciers, il peut y avoir des drogueries, enfin voilà, il y a de tout. Je vais là-bas, je dis bonjour, je voudrais adhérer à l'Oshko, je remplis un petit formulaire pour adhérer. Je suis adhérent, je paye ma cotisation. Elle est de 2 € par mois pour un particulier. Et pour les bas revenus, elle est de 5 € par an. Hein, donc, pour que ce soit en bas revenus, ça inclut tous ceux qui sont qui sont étudiants, retraités avec des petites pensions, titulaires des minima sociaux, peu importe, on ne demande pas de justificatif. Chacun sait s'il est concerné ou pas. Et donc, pour 5 € par an, on peut adhérer à l'Oshko et il n'y aura jamais aucun frais supplémentaire. Et la norme, c'est 24 € on va dire, pour le tarif moyen. Et à partir de là, une fois que j'ai adhéré, je peux donner un chèque ou des espèces 50 € par exemple, et je vais recevoir une enveloppe de 50 Oshko, qui sont des billets que j'ai montré tout à l'heure d'Oshko. Avec ça, on va me remettre l'annuaire des commerces qui prennent l'Oshko dans la zone où j'habite. Hein, si j'habite à Saint-Palais, par exemple, ça va être toute la zone autour de Saint-Palais. Et c'est parti. Là, je prends mes Oshko, mon annuaire, et je vais faire mes courses. Et au lieu de payer en euros, je paye en Oshko. Voilà. Il y aura une question après sur qu'est-ce que ça change. J'y reviendrai. Ce n'est pas le sujet tout de suite. Donc là, c'est la mise en circulation des Oshko par les particuliers. C'est très important parce que c'est surtout les particuliers qui émettent des Oshko. C'est eux qui font le change d'euros en Oshko, qui mettent les Oshko en circulation. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'Oshko en circulation. C'est avant tout grâce aux particuliers qui changent tous les mois des euros en Oshko, que ce soit en billets et surtout en numérique. Le numérique, donc, pour les particuliers. Et bien en fait, là, je vais repartir sur un petit partage d'écran parce que quelques images valent mieux que de longs discours. Hein. Du coup, je vais partager mon écran. Tac, donc sur quelques petites manips. Mais ça, c'est bon, c'est fait. Donc, je vais aller sur le site de l'Oshko, hkalmoneta.org. Alors, on a perdu Dante, je pense, avec le partage d'écran, qui ne devrait pas tarder à revenir, j'espère en tout cas. Donc oui, on va aborder donc comme Dante a commencé là ces questions vraiment concrètes de comment on adhère à l'Oshko, comment on l'utilise, comment on peut payer donc ses impôts en Oshko, est-ce que c'est possible? Et puis du coup, je vais vous donner un petit horizon sur les questions suivantes, et puis on abordera ensuite en fait les conditions et les stratégies de mise en œuvre. Bon, même si Dante en a déjà parlé, comment en fait une monnaie locale se développe, se diffuse et sème sur un territoire, et très concrètement quels sont du coup les acteurs et notamment les entreprises et les producteurs qui utilisent les monnaies locales d'une manière générale et en particulier l'Oshko. Parce que justement, ça, c'est une diversité aussi selon chaque monnaie locale. C'est pas exactement toujours la même cartographie ou les mêmes acteurs. Et puis voilà. Puis en toute dernière question et pour conclure, donc on verra avec Dante qu'est-ce que ça change en fait véritablement d'utiliser une monnaie locale, en particulier l'Oshko. Voilà, bon, je sais pas, Dante est toujours pas revenu, donc j'espère qu'on va le retrouver.
Et je le redis aussi, parce que c'est vrai voilà, on n'a pas toujours beaucoup de questions. Peut-être ça paraît pas complètement évident de poser des questions, mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à poser des questions, qu'elles soient, enfin, de tout type de questions et des questions très concrètes aussi. C'est évidemment également intéressant. Et Dante se fera un plaisir d'y répondre. Alors, comme je ne le vois pas encore revenir, j'en profite aussi donc pour vous dire que donc le mercredi 1er décembre à 14 heures, donc on clôturera en beauté donc ce chapitre qui est dédié aux monnaies locales, dont le SCHO est la dernière partie. Enfin la dernière monnaie présentée, plus exactement. Et donc le 1er décembre, on clôturera ce chapitre par un débat. Donc un débat où on s'interrogera sur l'avenir des monnaies locales. Quelle évolution, quelles évolutions possibles, en abordant plusieurs dimensions, et donc participeront à ce débat un intervenant de chaque monnaie locale qui ont été présentées, et Ariane Tichit, qui est donc économiste, qui connaît bien donc ces questions des monnaies locales, qui est elle-même adhérente à la Doum, puisqu'elle réside dans le Puy-de-Dôme, et qui nous parlera entre autres aussi des aspects numériques, là, comme des échanges numériques, et donc de toute cette dimension numérique qui, comme l'a dit Dante, ne vient pas remplacer à aucun moment les billets papier, mais donc agit de façon complémentaire pour faciliter certains échanges, notamment au niveau des entreprises, des fournisseurs, des producteurs, voilà. Et Ariane donc nous parlera aussi en particulier d'une possible application de la blockchain, enfin d'une blockchain en particulier, aux monnaies locales. Voilà. Alors, j'ai toujours pas de nouvelles de Dante. On va attendre encore quelques minutes, et puis si Dante ne revient pas, on arrêtera le live, quitte à évidemment le reprendre tout de suite après. Alors, écoute, je suis ravie de te retrouver. Donc, j'ai essayé de meubler un peu ce. Bon. Bon, écoute, Il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que je parlais tout seul quand même. C'était un moment un peu de solitude. Bon, alors, je sais pas si j'ai fait une fausse manip. Je te redonne la parole. Désolé. Où est-ce que j'en étais? Désolé, avant la coupure. Alors, je crois que tu en étais en fait à montrer comment on peut adhérer à l'OSCO de façon numérique. Ah, d'accord, l'ouverture de compte. Bon, très bien. Oui, voilà, oui. Alors, je vais reprendre là rapidement. Je montrerai ensuite, du coup, le compte en Eushco, comment ça fonctionne, parce que une fois qu'on a adhéré, on dispose d'un compte Eushco. Je crois que je l'ai dit, c'est un compte, c'est pas un compte en banque, hein, c'est un moyen de paiement. Donc, c'est un compte en monnaie locale qui permet d'échanger deux comptes en Eushco vers un autre compte Eushco uniquement. C'est un circuit fermé. Aujourd'hui, il y a 2600 particuliers et un millier de professionnels sur les 1200 du réseau qui ont un compte en Eushco et qui échangent entre eux. Donc, par exemple, je suis commerçant, je reçois un paiement en Eushco d'un client, je vais payer un fournisseur avec, qui va payer un autre fournisseur avec. Ce fournisseur va payer un salarié en Eushco par virement. Le salarié va prendre ses Eushco et numérique et va payer par carte ou par téléphone à un autre commerçant. Et l'Eushco circule comme ça de compte Eushco en compte Eushco, hein, dans sa version numérique. Alors, pour montrer à quoi ça ressemble l'Eushco,
pour nous, ce qui est très important, c'est que les monnaies locales, comme c'est des nouvelles habitudes à prendre, il faut que que le pas à franchir pour l'utiliser soit le plus petit possible, que ce soit le plus simple, le plus rassurant possible pour que le maximum de gens utilisent la monnaie locale. Parce que, en fait, nous, on pense que une monnaie locale, c'est bien, mais il faut, au-delà des cercles militants, que ça devienne un geste quotidien pour un maximum de personnes sur un territoire pour que ça ait vraiment un impact sur le territoire et sur la transition écologique. Du coup, là, c'est bon, je pense que je suis en partage d'écran. Je vais montrer mon compte en HPO. Vous le voyez là ou Emmanuel? Ah. Tac, 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 tac. Est-ce que tu m'entends, Emmanuel? Est-ce que je suis tout seul de nouveau ou c'est bon? Non, non, non. Ah, c'est Non, bon. non, on le voit bien. Ça s'affiche parfaitement à l'écran. Pardon. Tout à l'heure, c'est là où je vous ai perdu, en fait. Donc, non, non, t'inquiète pas. ça me rassure. Donc, comme je disais, je vais sur le site de Euskal Moneta, notre association. Je vais faire accéder à mon compte. Hop, je mets mon numéro d'adhérent, mon mot de passe, je me connecte et là, j'arrive sur mon compte Eusko qui a toutes les fonctionnalités que vous connaissez. Hein. Si vous avez une banque en ligne, vous connaissez ces fonctionnalités. Il y a mon solde, je peux éditer un RIB, j'ai mon numéro de compte, j'ai le don que j'ai généré à mon association. Hein. Depuis le 1er juillet dernier, le change que j'ai réalisé sur mon compte, en créditant mon compte en Eusko, j'ai fait du change. Par exemple, je donne 500 € tous les mois à l'association et elle crédite mon compte Eusko de 500 Eusko. Très concrètement, elle prélève sur mon compte en banque 500 € qu'elle met en réserve et elle crédite mon compte Eusko de 500 €. Ce qui fait que tous les mois, j'ai un minimum de Eusko à utiliser. Et je fais mes courses avec. Et ce change-là que je fais tous les mois, génère du don à mon association. Et j'ai généré pour l'instant 84 Eusko de dons depuis le 1er juillet à mon assos. L'an dernier, sur un an, c'était plus de 200 Eusko. Et comme, bien sûr, j'ai parlé de ça à tous les copains de l'association, je les ai convaincus d'ouvrir un compte en Eusko. Et certains, d'ailleurs, n'étaient pas du militants, par ailleurs, hein, ni militants écolo, ni quoi que ce soit. Mais ils ont ouvert un compte Eusko pour financer la sauce, qui a reçu plus de 4000 Eusko en 2021. 4000 € donc c'est pas mal. Et ça, c'est vraiment un outil de mobilisation super intéressant, ce 3%, ce don de 3%. Donc là, on voit le don que j'ai généré. Et puis, ici, je peux faire du change. Voilà. Si j'ai pas assez avec mes 500 Eusko par mois, ce qui arrive de temps en temps quand j'ai beaucoup d'achats à faire, parce qu'on est une famille de 5, donc on consomme essentiellement en local et en Eusko, du coup, je peux créditer mon compte avec ma carte bancaire. Hein. Vous savez, comme quand on achète un billet de train sur le site de la SNCF avec sa carte bancaire, on tape les 16 chiffres et puis le reste, la date d'expiration et le code à 3 chiffres. Et bien, on peut faire pareil. Avec sa carte bancaire, on peut acheter des Eusko. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai besoin de 150 Eusko en plus. Je prends ma carte bancaire. Je vais acheter 150 € grâce à ce système en ligne, grâce à Helloasso. Je vais bien sûr laisser un petit pourboire à Helloasso parce que c'est un service pour les associations. Et je vais avoir 150 € crédités sur mon compte. Hein, et ça, dans la minute, hein, c'est instantané. Et avec ces euros, je vais pouvoir après faire mes courses. Je peux aussi faire des virements. Ça intéresse surtout les entreprises pour payer des fournisseurs. Quand je paye mon commerçant en Eusko avec ma carte Eusko ou mon application de paiement Eusko, l'argent vient de mon compte et va sur son compte. Et lui, il va sur son compte à lui et il va pouvoir faire un virement à un fournisseur, par exemple. Hein, c'est comme ça que les Eusko circulent. Et le fournisseur derrière, il va recevoir les Eusko et il va pouvoir payer, par exemple, soit notre fournisseur, soit un salarié en Eusko, 50 ou 100 Eusko de salaire. Et du coup, le salarié va aller faire ses courses en Eusko derrière. Oui, c'est comme ça que l'Eusko circule et crée du lien, en fait, sur le territoire entre tous les membres du réseau, puisqu'à ce jour, on a plus de 2600 particuliers qui ont ouvert un compte Eusko sur un territoire de 300 000 habitants et plus de 900 commerces, entreprises ou paysans qui ont aussi un compte en Eusko. Voilà, ça c'était juste pour montrer à quoi ça ressemble, pour vous montrer voilà, qu'on a développé pas mal d'outils pour faciliter l'usage de l'Eusko. Et donc là, je vais revenir en visuel. Et après, pour utiliser mon compte, c'est très simple. La première chose qu'on a lancée en 2017, c'est la carte Eusko, l'Eusko carte. Avec ça, je peux payer dans les commerces, ils ont un terminal de paiement où je peux payer en Eusko. Et si par exemple, je paye mon pain à Eusko 1,50 €, à Eusko 50, je vais pouvoir payer avec ma carte et ça va provoquer un virement de mon compte Eusko sur le compte Eusko du commerçant. Sachant qu'il n'y a pas de commission sur les paiements en Eusko. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas de frais de tenue de compte, il n'y a pas d'agio, il y a zéro frais. Zéro frais sur les comptes en Eusko.
Et donc ça, en 2017, on a lancé les comptes Eusko avec l'Eusko Carte, et ça a mis un coup de boost à l'utilisation de l'Eusko, très nettement, aussi bien côté particulier que professionnel. Et en juin 18 juin 2020, on a lancé quelque chose qui marche encore mieux que la carte, c'est l'application de paiement Eusko. Et là, je vais vous montrer comment ça marche tout simplement. Hop, j'ai mon application Eusko et je vais pouvoir, avec mon téléphone portable, hop, ouvrir l'application. Dans les commerces, j'ai ce QR code, c'est le QR code du commerçant. Donc les commerçants qui sont dans le réseau Eusko peuvent avoir ce QR code pour être payé en Eusko Pay, c'est l'application de paiement Eusko. Et du coup, pour payer, au lieu de payer avec ma carte, je vais flasher le QR code avec mon téléphone portable, mettre le montant et payer. Donc là, c'est très simple. Ça, voilà, c'était pour dire comment fonctionne l'Eusko pour les particuliers. Donc, je récapitule. L'Eusko billet, le compte en Eusko. Le compte Eusko, je l'utilise en faisant des virements, des paiements par carte ou des paiements par smartphone. Je paye les commerçants, les paysans sur le marché avec mon application ou ma carte ou mes billets. Et eux-mêmes, on va avoir des Eusko qui vont s'accumuler et ils vont devoir les réutiliser. Ils peuvent les reconvertir en euros, mais ils vont perdre une commission de 5%. C'est pour ça qu'à ce jour, 84% des plus de 1200 professionnels du réseau Eusko n'ont jamais reconverti un seul Eusko en euros. La grande majorité des pros du réseau Eusko ne reconvertissent pas, ils réutilisent leurs Eusko grâce à cette commission de 5% qui est un peu dissuasive. Et du coup, on crée des relations entre entreprises, associations et paysans du Pays Basque. Typiquement, si je paye mon pharmacien en Eusko, lui, il a des Eusko qui s'accumulent et pour ne pas les reconvertir, il va, par exemple, acheter tout son matériel de papeterie à une PME du coin qui propose tout le matériel de photocopie, d'imprimante, de papeterie payable en Eusko. Et comme ça, il va pouvoir réutiliser. Et lui, ce fournisseur-là, il va payer des salaires en Eusko et ses salariés vont aller dépenser dans le réseau Eusko. On crée comme ça des boucles de circulation qui font que, en gros, la richesse du territoire reste sur le territoire. Ça, c'est extrêmement important en termes de développement local. Il y avait un slogan qui disait il n'y a pas si longtemps, vivre et travailler au pays. On est vraiment dans cette logique-là. Le fait que développer l'économie de notre territoire pour créer des emplois locaux de qualité et que les gens puissent vivre et travailler ici, puisque le Pays Basque a longtemps été une terre d'émigration, où les gens sortaient pour aller travailler ailleurs. Et voilà, on est un pays où il faut, aujourd'hui c'est un pays plus attractif, mais pas toutes les zones. Et le fait de développer une monnaie locale sur des territoires qui sont développés de façon inégale, c'est aussi un outil pour préserver la richesse du territoire sur le territoire. À telle enseigne qu'on a même lancé une opération qui s'appelle Vacances en Eusko pour les touristes, pour leur dire, quand vous venez au Pays Basque, utilisez la monnaie locale, et l'argent que vous allez dépenser va rester sur le territoire et servir l'économie locale, défendre l'emploi local. Il y a vraiment cette notion-là est très importante. Et puis un dernier mot pour... Pardon de t'interrompre, mais du coup, puisqu'on en est justement à des exemples très concrets, peut-être que tu peux, donc tu l'as déjà fait avec le pharmacien et la papeterie, mais peut-être donner une sorte d'horizon, de quelques exemples en fait d'entreprises qui travaillent avec l'Eusko, de producteurs, voilà, pour avoir un peu comme ça une image un peu concrète de qui utilise en fait côté professionnel, qui utilise l'Eusko. D'accord. J'en profite pour faire un petit détour par les collectivités locales. Donc le Pays Basque, il y a 158 communes et une agglo qui est l'agglo Pays Basque. Donc 33 communes ont adhéré à l'Eusko et l'agglo Pays Basque, qu'il a fait à l'unanimité de son conseil permanent. Donc ça veut dire que toutes les tendances ont voté l'adhésion à l'Eusko et ça c'est super. Et par exemple, un élu de l'agglo reçoit des indemnités, ils ont tous des indemnités. Il dit, moi sur mon indemnité, je prends 50 Eusko. Donc aujourd'hui, ça c'est possible de faire des paiements en Eusko des dépenses des collectivités. Donc le Trésor public va nous donner à nous 50 €, on va être mandaté pour encaisser à la place de l'élu, et on va créditer le compte Eusko de l'élu de 50 Eusko. Donc là, on commence avec, on a un consommateur qui est un élu qui a des Eusko sur son compte. Il va aller par exemple faire ses courses, il va aller manger au restaurant en Eusko. Il va payer l'addition en Eusko, donc le restaurateur a des Eusko sur son compte, et puis au bout d'un moment, il a, comme je dis, des Eusko qui s'accumulent, il va devoir les réutiliser. Et peut-être qu'il n'a pas encore suffisamment de fournisseurs payables en Eusko. Donc, la prochaine fois que, par exemple, il croise sur le marché un paysan qui voit qu'il prend l'Eusko, il va lui dire, mais tiens, moi j'ai un restaurant, est-ce que tu pourrais me livrer, qu'est-ce que tu peux me proposer, moi, dans mon restaurant? Et ils vont du coup se mettre en relation,
Et à la carte de ce restaurant, il y aura peut-être maintenant des légumes locaux ou ça peut être, je sais pas moi, de la charcuterie locale, ça peut être de la bière locale, voilà, tous les producteurs qu'il va trouver localement qu'il pourra payer en eusko. Et du coup, au lieu de faire toutes ces courses dans les supermarchés pour restaurateurs, eh bien, il va en faire une partie plus importante en direct, en local, avec des produits de qualité et des filières courtes. Le paysan, lui, par exemple, va recevoir des eshkos. Et là, typiquement, on a quelques paysans qui ont beaucoup de chevaux et qui cherchent des solutions. Typiquement, un paysan devait refaire le toit d'une de ses bergeries et il a décidé de faire appel à un charpentier qui prend le chevaux. C'était une grosse facture, il avait beaucoup de chevaux, il a payé la facture en chevaux. Derrière, le charpentier, lui, a du coup des chevaux. Ce qu'il peut faire avec, c'est payer des salaires avec, mais aussi, par exemple, il peut payer le contrôle technique de ses véhicules en ECHCO. On a plusieurs contrôles techniques qui acceptent l'ECHCO. Il peut payer aussi l'agence de communication qui fait son site internet en ECHCO. Voilà. Donc, par exemple, on va continuer comme ça. On peut continuer en fait de façon comment dire, ininterrompue, puisque aujourd'hui, sur les 1200 pros du réseau ECHCO, il y en a plus de 680 qui sont des fournisseurs. Il y a plus de 680 fournisseurs payables en ECHCO. Des paysans pour des produits alimentaires, des PME, des artisans, des paysans, des professions libérales, des médecins, des dentistes. Voilà, aujourd'hui en ECHCO, on peut quasiment tout faire au niveau local. Et donc, c'est ça qui permet que les gens qui reçoivent des ECHCO puissent les réutiliser et que l'argent reste sur le territoire. Est-ce que ça répondait à ta question, du coup? Bah, écoute, très bien. Oui. Est-ce que tu as une idée de ce qui a été peut-être l'échange le plus important en ECHCO? C'est qu'on n'est pas derrière, on peut pas trop savoir parce qu'en fait, on n'est pas au courant. Il y a la confidentialité des données, donc les gens ils ont un compte ECHCO, on ne va pas vérifier ce qu'ils font avec en fait. Hein, mais, bon, et tant mieux. c'est plutôt rassurant. En tout cas, moi pour ce qui me concerne, je pense que ça a été la facture du garagiste. D'accord. On a eu une voiture qui avait besoin d'une grosse révision parce qu'elle est un peu vieille et que voilà, plutôt que de la changer, on préférait l'amener jusqu'au bout de sa vie. Et du coup, j'ai payé 1200 ECHCO la réparation. D'accord, oui. Et la charpente aussi, peut-être. Oui, bah là, entre pros, oui, la charpente, c'était des grosses sommes. Après, les professionnels entre eux ont la possibilité de limiter les paiements. C'est que la règle, c'est qu'ils doivent accepter. On peut payer un fournisseur au moins 500 ECHCO par mois. Mais si, par exemple, c'est des factures de 6 000 ou 7 000 euros, il va leur dire, bon, je te prends que la moitié en ECHCO, ou je te prends que 1000 ECHCO, ça, on a le droit. Mais au moins 500 ECHCO par mois, il faut accepter en tant que fournisseur. Hein, pour éviter des effets un peu c'est important, avalanche qui pourraient faire peur et poser des problèmes aussi. La fiscalité, il y avait une question sur la fiscalité. Oui, il y avait une question sur la fiscalité. Comment payer ses impôts, si on les paye en ECHCO ou en euros Alors, les impôts se payent en euros uniquement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen de paiement des impôts que la monnaie officielle française qui est l'euro. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Tous les impôts se payent en euros. Et après, en termes d'utilisation par les commerçants, parce que c'est ça la question qu'on nous pose souvent, il n'y a pas de double comptabilité. En fait, la monnaie locale est un titre de paiement. Vous avez par exemple, comme moyen de paiement, vous avez les espèces, les chèques, les virements, les cartes bancaires, les tickets restaurants, les chèques vacances, le SCHCO. Oui, ce n'est qu'un de ces moyens de paiement. Ce qui veut dire que le chiffre d'affaires réalisé par le commerçant est 100% en euros. Le chiffre d'affaires est déclaré en euros. Toutes les déclarations sociales et fiscales sont faites en euros. Donc, par exemple, si je paye, on reprend l'exemple du restaurant, si je paye 35 ECHCO en restaurant, sa recette est bien de 35 euros. Il va déclarer une recette de 35 euros payée en ECHCO. Il va payer sa TVA, son URSSAF et toutes ses taxes sur ce chiffre d'affaires-là de 35 euros. Hein, donc, je récapitule. Le ECHCO est un moyen de paiement. Il n'y a pas de double comptabilité. Il n'y a qu'une comptabilité qui est libellée en euros. Et toutes les déclarations sociales et fiscales se font en euros et le calcul des impôts et des taxes se fait sur le chiffre d'affaires global qui est en euros. Donc un commerçant on va dire, pour simplifier, qui aurait 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel et qui réaliserait dedans 30 000 ECHCO et 370 000 euros, eh ben, il paierait ses charges sur 400 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Oui, ce qui est beau, ce qui est assez simple en fait. Oui, c'est pour ça que ça peut marcher parce que sinon, c'est vrai que ce serait très compliqué.
Écoute, je sais pas, je te propose peut-être, Dante, qu'on passe à la question suivante. Ouais. Alors, pardon pour le décalage des deux questions en même temps. Oui, alors cette question de la stratégie, de la mise en œuvre, il me semble que c'est une question importante, hein. Alors, tu en as déjà parlé un petit peu de, justement, notamment avant la sortie de l'EJCO, comment vous avez travaillé en amont. Mais comment, selon toi, qu'est-ce qui te paraît pertinent et qu'est-ce qui marche peut-être vraiment pour diffuser, pour essaimer le plus possible, en fait, le SCO ou plus largement une monnaie locale sur un territoire? Oui, alors c'est une question qu'on a très souvent parce que l'EJCO est bien sûr sollicité. Comme le King War était très sollicité il y a 10 ans, aujourd'hui c'est l'EJCO qui est très sollicité de la part des autres monnaies locales pour pouvoir avoir des idées, des astuces, de l'expérience. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un organisme de formation qui s'appelle l'Institut des monnaies locales, où les autres monnaies locales peuvent venir en formation pour qu'on les accompagne, notamment sur la stratégie de développement. Donc ça, c'est des programmes qu'on fait en 3 jours, donc c'est assez dense et il y a beaucoup de choses à voir. Mais vraiment, je vais m'en tenir vraiment aux fondamentaux. Les fondamentaux, pour moi, c'est un projet de monnaie locale qui est porté par un groupe moteur qui est, soudé, qui partage les valeurs, qui partage la stratégie. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de dissension dans le groupe moteur. Tant qu'on n'est pas d'accord sur le projet, ça ne marchera pas. Il faut d'abord se mettre d'accord au sein du groupe moteur. Ensuite, il faut avoir un projet qui soit ancré sur le territoire. C'est-à-dire, non pas une monnaie locale où les adhérents restent entre eux, mais une monnaie locale qui va s'ouvrir. Nous, on a beaucoup de partenariats avec des unions commerciales, avec l'Office public de la langue basque, avec des collectivités, avec la Chambre d'agriculture alternative du Pays basque. Voilà, on a plein de partenariats différents avec des gens différents parce qu'on s'ancre sur le territoire et on est un outil au service du territoire que les gens peuvent utiliser, et y compris les autres organisations. Hein, donc là, cette notion-là de symbiose avec ce qui existe déjà dans le territoire est très importante. C'est ce qu'on appelle l'ancrage territorial. Ensuite, je l'ai dit, le gros enjeu des monnaies locales, c'est que on demande aux gens un effort. On fait souvent le parallèle avec le tri des déchets. Il y a 20 ans, le tri des déchets, c'était pas du tout aussi ancré qu'aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, c'est fait de façon très insatisfaisante. C'est pas encore assez bien ancré. Parce que les gens n'avaient pas l'habitude de jeter comme il faut, de trier. Et ça prend du temps. Et c'est un effort. Et il faut la motivation, des connaissances, et c'est pas évident. Donc il faut aussi faciliter ça. Pour les monnaies locales, c'est pareil. Aujourd'hui, l'EJCO est connu quasiment de tout le monde, je pense, au Pays Basque Nord, mais on n'a que 4000 utilisateurs particuliers sur 300 000 habitants. Mais dès qu'on croise quelqu'un, il dit « Ah oui, c'est super ce que vous faites. Et tu utilises la monnaie? Ah non, j'y suis pas encore, mais il faut que je le fasse. » Pourquoi? Parce que même si on sait que c'est bien, le passage à l'acte, c'est quelque chose encore de supplémentaire. Donc pour ça, ce qui est très important, c'est de bien travailler son argumentation, d'expliquer ce qu'on fait, d'être crédible, c'est-à-dire de ne pas raconter d'histoire, dire ce qu'on fait, uniquement ce qu'on fait, mais bien expliquer avec beaucoup de pédagogie, et avoir des outils qui soient le plus simple possible à utiliser. Voilà, ça c'est la base. Et après, bien sûr, avoir de la stratégie pour que dans chaque village, chaque bourg, chaque ville, chaque quartier, on essaye d'avoir un panier minimum qu'on puisse faire en monnaie locale. Hein, ça veut dire essayer d'avoir un effet un peu concentré, que sur chaque coin de son territoire, on puisse au moins par endroit avoir un boulanger, un boucher, un pharmacien qu'on peut payer en EJCO, au moins ça, pour que les gens qui veulent y adhérer puissent au quotidien l'utiliser. Sinon, l'habitude se perd vite et on peut très vite décrocher. Donc voilà, ça c'est important. Et puis après, je pense que pour que ça marche aussi, il faut assez vite quand même, la demande est venue très vite chez nous du numérique. Le passage au numérique, ça a été un élément déterminant. Parce que pour les particuliers, ça évite de devoir passer tout le temps en bureau de change. Donc, c'est super, il faut des bureaux de change. Mais par contre, il y a des gens qui habitent loin d'un bureau de change ou qui finissent le travail ou vont chercher les enfants. Et après, quand ils vont au bureau de change, il est fermé, c'est trop tard. Donc, il y a une difficulté d'accès. Le numérique résout ça. Hein, ça peut être vraiment un vrai apport
résoudre l'accès à la monnaie locale. Et puis là, je pense qu'on en dit pas mal, le numérique. Et puis le soutien des collectivités, on constate tous que le fait d'avoir des mairies qui adhèrent, ça légitime le projet. Le fait qu'il y ait des financeurs qui fassent confiance, ça permet d'avoir un accompagnement financier jusqu'à atteindre l'équilibre économique. Donc voilà, ça c'est des choses importantes. On a besoin de sous parce qu'on est des projets d'intérêt général qui ne généreront pas de bénéfices pour l'instant. Hein, aucune monnaie ne génère de bénéfices. On ne couvre même pas nos coûts pour la plupart. On a besoin encore des subventions. Le but, c'est que les cotisations à terme et à court terme, on espère pour le SCHO, arrivent à couvrir l'ensemble des frais. Mais voilà, il faut avoir une masse de cotisations de plus en plus importante par les cotisations des particuliers et des entreprises. Et c'est ça qui permettra d'avoir un modèle de monnaie locale qui soit à la fois bien ancré sur le territoire, utilisé et viable et indépendant, parce que indépendant économiquement. Voilà pour cette question-là sur peut-être la stratégie. Peut-être, si tu veux dire un mot, Dante, sur la gouvernance aussi, du coup, de l'ESCO. Alors, la gouvernance, on est une association, donc c'est les adhérents qui décident, c'est l'AG qui est souveraine. Ça, c'est vraiment la base. L'AG va élire un comité des collèges. Donc ça, c'est inspiré du modèle des sociétés coopératives d'intérêt collectif. On va dire c'est c'est la deuxième partie de l'Assemblée générale où chaque partie prenante est représentée à part égale. Peu importe le nombre de participants à l'Assemblée générale, hein, entre 60 et 100 participants chaque année, mais on a une deuxième partie qui est le comité des collèges, où chaque collège est représenté. Le collège des utilisateurs particuliers, le collège des professionnels. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une instance où il y a, je crois, 54 sièges en tout. Il y a 9 professionnels, 9 particuliers, 5 salariés. Il y a 9 bénévoles, membres actifs, ce qu'on appelle les bénévoles actifs dans l'association. Il y a 3 représentants des associations qui reçoivent le 3%. On a 9 représentants des valeurs fondatrices, c'est-à-dire des associations écolos, de langue basque, de développement économique. Et tout ça, et 9 représentants des collectivités locales. Et tous ces gens-là constituent le comité des collèges, qui va être l'instance de gouvernance stratégique qui va, avec l'Assemblée générale, définir les grandes lignes du projet à l'avenir. Et il élit, ce comité des collèges, un comité de pilotage qui va se réunir tous les mois et qui va superviser l'action de l'équipe salariée, et aussi superviser parce qu'il y a un contrôle sur les comptes et l'application de la stratégie. Mais c'est beaucoup d'interactions en fait, parce que c'est les salariés, on est 13 salariés aujourd'hui, et c'est les salariés qui connaissent le plus le terrain, qui sentent les choses et qui peuvent faire remonter aussi au comité de pilotage, donc c'est de l'interaction. Et le comité des collèges va élire aussi le comité d'agrément qui est fait de professionnels et d'organisations militantes et de particuliers, et qui va tous les mois se réunir pour étudier les dossiers des professionnels qui veulent rejoindre le réseau HCO, pour vérifier qu'on est bien conforme au respect de la charte de l'HCO pour l'adhésion des professionnels. Bon, je te fais rentrer. Tout ça est expliqué sur notre site pour ceux qui veulent le voir. Dans l'HCO, c'est quoi l'HCO? Il y a un onglet texte fondateur, vous verrez nos statuts, voilà, tout est transparent. Je te propose, Dante, qu'on passe à la dernière question qui permettra aussi de conclure et d'ouvrir peut-être, et avec une question qui est une critique, disons, qu'on entend quand même de temps en temps, et que je vais t'afficher, qui est donc que j'afficherai en dessous de l'écran, mais qui est alors c'est très bien les monnaies locales, mais comme c'est adossé à l'euro, qu'est-ce que ça change véritablement? Bon, je lance la question. Donc ça change tout. La réponse est ça change tout. On avait même un slogan qui disait plus tu changes, plus ça change. Plus tu changes d'euros en HCO, plus ça change. Alors pourquoi ça change? Pour plein de raisons différentes. Déjà, il y a une sorte de dédoublement de la monnaie. Aujourd'hui, on a 3 millions d'HCO en circulation. Ça veut dire qu'on a 3 millions d'euros en réserve. C'est que quand je change 500 euros par mois, j'ai 500 HCO, et mes 500 euros vont dans un fonds de réserve qui garantit chaque HCO en circulation. Demain, si on arrête, on rembourse tout le monde. Il y a 3 millions d'HCO en circulation, on a 3 millions d'euros qui sont à la nef et au crédit coopératif. Donc on peut rembourser, et cet euro-là, il est dans des banques éthiques. Et ça, c'est intéressant.
parce qu'une minorité des citoyens sont dans des banques éthiques, hein, la plupart sont dans des banques commerciales, voire climaticides, sans forcément s'en rendre compte. Et ce qui est super intéressant, c'est que chaque mois, nous, on a plus de 150 000 euros qui sont changés en EUSCO par nos adhérents. Et chaque mois, sur un territoire de 300 000 habitants, il y a 150 000 EUSCO qui vont vers des banques qui sont pour la plupart des banques non éthiques, vers des banques éthiques. Donc, on est une sorte de collecteur de fonds des euros qu'on prend dans des banques diverses et variées pour les mettre dans des banques éthiques. Et on renforce la finance solidaire. Hein, le Crédit Coopératif, c'est une banque qui, par exemple, ne finance pas les énergies fossiles, hein, ni l'armement, ni tout ça. Donc, c'est vraiment c'est intéressant de flécher notre épargne vers ces banques-là. Et donc, chaque mois, 150 000 euros vont vers ces banques-là, et demain, ce sera 200 000, 300 000, 400 000 euros par mois. Et en même temps, on injecte sur le territoire 150 000, 200 000, bientôt 300, 400 000 euros par mois sur le territoire. Et ça, c'est de l'argent qui va rester sur le territoire. C'est la deuxième chose qui change pour moi, qui est très significative. Un EUSCO, c'est 1 euro qui est prisonnier du Pays Basque. Hein, une Doum, c'est 1 euro qui est prisonnier du Puy-de-Dôme. Vous voyez, c'est vraiment ce fonctionnement-là. On a l'euro pour échanger avec les autres territoires, mais ce que ne sait pas faire l'euro, c'est développer les liens locaux, l'économie locale. Et ça, les monnaies locales le font très très bien. Donc, quand je change un euro en EUSCO, mon EUSCO va rester prisonnier au Pays Basque, il va servir, il va renforcer les échanges, il va relocaliser les échanges en mettant en lien entreprises, commerçants, restaurateurs, producteurs, collectivités locales qui vont échanger entre eux. Et un jour, un de ces commerçants ou une de ces entreprises va convertir cet EUSCO en euros et il pourra reprendre son cours habituel. Hein, c'est pas ad vitam aeternam. Mais pendant un certain temps, 7 euros ne va circuler qu'au Pays Basque et renforcer l'économie locale, tout en créant du lien social. Hein, parce qu'on voit aussi que les études qu'on a faites avec le mouvement Sol montrent que 62% des utilisateurs du réseau EUSCO vont davantage dans les commerces de proximité qu'avant d'avoir adhéré à l'EUSCO. Ça veut dire que non seulement c'est bon pour les commerces de proximité qu'on a bien besoin face à la concurrence de la grande distribution et des géants de l'Internet, donc ça aussi ça change, mais aussi c'est bien parce que c'est du bien social. On est convaincu que le fait d'aller faire ses courses dans des petits commerces, ça contribue au bien-être social, à la vie des villages, à la vie des quartiers, et que c'est mieux que de faire toutes ces courses en drive avec un salarié de la grande distribution qui va, vous allez croiser 30 secondes de temps qu'ils mettent vos paquets dans votre coffre. Alors ça, c'est pas le modèle de société qu'on veut. Donc, orienter la consommation des particuliers vers le commerce de proximité, vers l'agriculture paysanne, hein, puisqu'il y a aussi une majorité des utilisateurs de l'EUSCO qui consomment davantage en direct auprès des producteurs qu'auparavant, que ce soit par des AMAP, par des marches sur les marchés ou en vente à la ferme. On voit bien qu'on flèche la consommation. Donc ça change aussi, parce que c'est dans la transition écologique, elle va se faire si tout le monde s'y met. C'est pas parce que les écolos vont avoir un comportement écolo qu'on va changer quoi que ce soit. Les écolos, ils sont minoritaires, enfin ceux qui ont vraiment un comportement en phase avec leurs valeurs, ils sont minoritaires et ça ne va pas suffire pour changer les pratiques. Il faut qu'on arrive à toucher ceux qui ne sont pas écolos et qu'on les amène vers une consommation plus écolo. Et ça, je pense que la monnaie locale, c'est un super outil, par exemple à travers le 3% EUSCO, mais pour plein d'autres raisons. On arrive à toucher des gens qui ne sont pas foncièrement écolos à la base, mais qui vont utiliser la monnaie locale et devenir en action écolo et participer à la transition. Et ça, c'est hyper intéressant. Et peut-être une des choses aussi que ça change, c'est que déjà, la monnaie EUSCO, contrairement à la monnaie euro, est gérée localement, démocratiquement. On peut participer aux décisions. Il suffit de se rendre à l'AG et on va participer, poser ses questions. On aura les comptes, on peut poser ses questions, faire ses remarques. On peut participer à la gestion. Donc, c'est aussi un outil démocratique et de renforcement de la démocratie locale. Et puis, moi, ce qui me semble vraiment très, très particulier aux monnaies locales et que me semble peu d'outils font, ou même voire pas d'autres outils font, c'est cette capacité à fédérer sur un territoire, j'en ai parlé tout à l'heure, mais à fédérer sur un territoire des gens d'horizons, de préoccupations et d'objectifs différents. On peut très bien avoir un chasseur petit commerçant qui va utiliser l'EUSCO parce qu'il trouve super l'idée de solidarité et de défense du petit commerce, avec des écolos véganes qui vont utiliser l'EUSCO, avec des militants de la langue basque qui font leur course dans la grande distribution mais qui vont utiliser l'EUSCO pour la langue basque et qui du coup vont changer la pratique. Et en fait, on se rend compte que tous ces gens-là qui sont d'univers différents sont fédérés par la monnaie locale en action. Alors, ils ne se croisent pas tous les jours, mais ce qui est intéressant, c'est que cet outil-là permet de fédérer les énergies d'un territoire. C'est un outil qui décloisonne la société. Au lieu d'être chacun dans notre couloir, dans notre coin, avec l'EUSCO, on s'ouvre sur des préoccupations différentes. Même si j'adhère à l'EUSCO uniquement pour défendre le petit commerce, je vais recevoir des infos, de la newsletter, je vais capter des messages sur la transition écologique, la défense de la langue basque, la solidarité, le lien social. Et ça, c'est hyper intéressant.
Moi, je trouve que c'est hyper important parce que ça permet non pas de prêcher sa propre paroisse ou de prêcher des convaincus uniquement, ça permet de s'ouvrir sur d'autres secteurs et d'aller communiquer avec d'autres et de se mettre en mouvement ensemble. Et peut-être que, en conclusion, ce qui me semble moi aussi, ce que je sens le plus fort au niveau humain, quand on échange avec les gens sur le SCHO, c'est cette sensation de passer à l'action. Aujourd'hui, les discours ont perdu beaucoup en crédibilité, et ce que les gens attendent beaucoup, c'est des choses concrètes. Et pour eux, la monnaie locale, très souvent, c'est très concret. C'est un moyen de passer à l'action, et de passer à l'action de façon collective. Donc ça lutte à la fois contre la désespérance et contre l'isolement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les années à venir, d'avoir ce genre d'outils qui permettent de relier des gens, des élus, des agents des collectivités, des commerçants, des paysans, des militants, des pas militants, qui vont être ensemble autour d'un outil et qui vont avoir l'impression d'agir ensemble pour un projet, nous, ce qu'on appelle au Pays Basque, un Pays Basque plus écolo, euskaldun et solidaire, c'est-à-dire un Pays Basque plus écolo, plus bascophone et plus solidaire parce qu'on crée de l'emploi local et qu'on finance la vie associative. Voilà, ben ça, c'est un projet de territoire qui convainc de plus en plus de gens et la monnaie permet de fédérer ces énergies-là. Et je m'arrête là. Bon, merci beaucoup Dante, et c'est une très très belle conclusion, je trouve, la monnaie locale et le SCHO en particulier aujourd'hui comme outil de mise en lien en fait réellement et de mise en lien, d'ouverture à une pluralité aussi et comme dynamique de transition. Vraiment merci, c'est une très belle présentation et très très complète aussi, je trouve, avec cette conclusion lumineuse que je pense on prolongera pendant le débat. Donc je vous invite tous donc à nous retrouver donc le mercredi 1er décembre à 14h donc pour un débat sur où on va s'interroger et poursuivre donc je pense dans la continuité de ce que vient de dire Dante sur l'avenir et l'évolution ou les évolutions possibles donc des monnaies locales. Et peut-être en particulier justement avec le contexte qu'on vit tous en ce moment. Merci beaucoup Dante et puis à très bientôt. À bientôt. Merci.